Nous avons écouté Monsieur et Madame Tremblay pour la première fois en décembre 2002. Moi, j'avais ma grand-mère qui habitait Éragny et ma mère qui habitait Neuville. Mes parents étaient cultivateurs. Je suis de 1920. Après le certificat d'études, je suis resté dans la culture et aidé mes parents. On n'allait pas à l'école comme aujourd'hui, vous voyez. J'avais 20 ans en 40 et pendant l'occupation, j'ai été mobilisé sur place par les Allemands pour travailler chez mes parents dans la culture. Après, en 46, je me suis marié à Éragny avec mademoiselle Madeleine Huette. Et on s'est installé ici. Voici le film de mon mariage. Alors, j'ai continué la culture et à partir de 1975, à peu près, on a été exproprié de nos terrains pour faire la ville nouvelle. À ce moment-là, j'étais pas encore à la retraite. J'ai acheté quelques terres à Auvers, j'en ai loué aussi et j'allais cultiver là-bas pour continuer jusqu'à la retraite. Comme culture ici, je vous parle d'Éragny, c'était des terrains sableux. Sur la photo des Halles de Paris, prise en 1903, c'est Pierre-Aimé Leroux, l'arrière-grand-père de François Jourdain, avec ses paniers d'asperges. On faisait beaucoup de seigle pour la paille, et on battait la paille à la main. On gardait le grain et on rangeait la paille au grenier. L'hiver, on passait des poignées de paille sur un peigne pour enlever les feuilles. On pesait des bottes de 5 kilos sur la bascule. On les liait et on livrait ça chez le maire, maraîcher à Taverny, qui faisait des paillassons pour couvrir les serres. Le seigle, on peut aussi le couper quand il est vert. Il n'a pas de grain dans les épis. La paille était verte encore et faisait des liens solides. À ce moment-là, moi, j'en ai fait pas mal parce que c'était bien payé. Je livrais ça au pépiniériste Tuilot, à la selle Saint-Cloud, et avec ça, il faisait des emballages pour tenir la terre autour des racines quand il arrachait les arbres. On s'en servait aussi de liens pour attacher les poireaux. Il y avait pas mal d'arbres fruitiers, des cerisiers, des pruniers. Une année, on a accueilli 3000 kilos de cerises. On embauchait 2-3 femmes du pays, des vieilles femmes du pays, la mère désert. Je me souviens, on avait des sacrées échelles pour monter, des casse-coups qu'on appelait, des doubles. À ce moment-là, on grimpait comme des chats là-dedans. Puis dis donc, ils étaient costauds les hommes parce qu'il fallait les remuer les échelles. Oui, il fallait les remuer. C'était pas de l'alu comme aujourd'hui, c'était du bois. Oui, mais ça tenait debout, tandis que ton alu, quand t'es là-haut, tiens, tu balances. Moi, j'aime bien mieux le bois. L'hiver, on faisait beaucoup de poireaux, des choux aussi. On en livrait aux grossistes qui livraient les halles, mais à Cergy, il y avait beaucoup de cultivateurs qui allaient aux halles directement.
Ah, puis on faisait des pommes de terre. On faisait également de la vigne, comme un peu partout dans la boucle de l'Oise. Puis des betteraves. Avant les travaux, c'était avec des chevaux. Je me rappelle pas en quelle année on a vu les tracteurs. En 50. Ton père venait de mourir quand on a acheté le premier tracteur. Un Ferguson. C'était des bons petits tracteurs. Je l'ai acheté avec le beau-frère. On l'avait à deux avec le beau-frère. On avait les chevaux et aussi le tracteur. Ah, c'était pas les fermes du Vexin. Ici, ça a toujours été des petites exploitations. J'avais 12 hectares au plus. Mes parents un peu plus, une quinzaine d'hectares. Mais la culture maraîchère, c'était beaucoup de bricoles. C'est le cas de le dire. Ça demande de la main-d'œuvre. C'est pas la grosse culture comme dans les grosses fermes. On n'a jamais fait de maïs, mais des betteraves à sucre. Il n'y a jamais eu de remembrement ici. Quand il y avait 3 héritiers dans une famille, si c'était une parcelle grande comme cette table-là, il la coupait en 3. Ici, vous avez des parcelles de 5 arts, 10 arts. Avec les engins qu'il y a aujourd'hui, on ne peut pas travailler dans les pièces étroites comme ça. Quand il y a eu les moissonneuses-batteuses, on perdait un temps infini dans nos petites parcelles. Vous vous rendez compte? Ça nous revenait trop cher. Avant les moissonneuses-batteuses, on coupait à la lieuse. Et on faisait des meules. Moi, j'aimais bien faire des meules. On faisait le seigle parce que le blé ici, il poussait pas. Des fois, quand il y avait des années de sécheresse, il n'épiait pas. Le terrain est pauvre ici. C'est des moissonneurs qui venaient du Pas-de-Calais pour couper le fameux seigle à la main. Maintenant, c'est inimaginable les rendements qu'ils font en blé. Mais ici, si vous arriviez à faire 30-35 quintaux l'hectare, c'était tout ce que vous arriviez à faire. Ici, c'est pas des terres à blé, ça tient pas le coup. Il n'a qu'à faire sec, chaud, il grille le blé. C'est du sable, ça ne tient pas. L'eau, elle traverse tout de suite. Monsieur Cronier, le père à François Jourdain, disait toujours « C'est du terrain à faire pousser des maisons ». En général, on était contre le projet de la ville nouvelle. Malheureusement, il n'avait rien à faire. Les cultivateurs, on a été monter la garde à l'emplacement où il y a la préfecture aujourd'hui. On avait monté des tentes et c'était à tour de rôle qu'on allait là-dedans. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez, on en a fait les frais de la ville nouvelle. Madame Jourdain dit que son papa, ça l'a vieilli de 10 ans. Les gens des domaines venaient dans la maison Bernardin de Saint-Pierre. Ils nous convoquaient, ils nous demandaient si on voulait signer un amiable. À ce moment-là, bien souvent, on a signé, oui. Parce qu'en refusant, il n'y avait pas grand-chose à y gagner. Si on prenait des avocats, il fallait les payer pendant ce temps-là. Éragny, c'était des terrains à pruniers. Il y en avait partout. Pendant des années, les prunes étaient collectées chez un voisin d'en face par un confiturier qui venait les chercher pour les transformer en confiture. La première qu'on cueillait, c'était la dauphine, la rouge. On les cueillait pas mûres et c'était un gars de Clermont qui venait les chercher. Il allait les vendre sur les plages 2 ou 3 jours après. Ça mûrissait dans le cajot. Ils en expédiaient beaucoup en Angleterre aussi. Mais alors, fallait les cueillir vertes. Ah, on en a manié des cajots. Moi, je me souviens aussi du bombardement de l'église en 1944. Quand ça a commencé, quand les bombes tombaient, ils ne nous bombardaient pas, mais c'était un avion anglais qui avait été touché par la DCA allemande. Alors, il s'est vidé de toutes ces bombes. Il y a 2 aviateurs qui sont tombés à 100 mètres d'ici, dans des jardins, un autre au bord de l'Oise. Tous les gars sont dans le cimetière d'ailleurs. Ils étaient 6. Une des mères est venue souvent après la guerre. Servington, elle s'appelait. Tout ça, ça a laissé des mauvais souvenirs.
le lavoir. J'ai toujours été lavée avec ma mère, même quand j'étais gosse. Elle me donnait un mouchoir à laver. On n'avait pas de machine à laver. On faisait bouillir au cuvier, un grand baquet. On faisait bouillir l'eau et avec une casserole, on la versait sur les draps. On les lavait une fois par an, l'été, pour sécher. Le reste, on le lavait au lavoir, même l'hiver. On mettait de la paille, ou alors un sac, ou un coussin pour les genoux. On était contents parce que l'eau nous semblait chaude et le linge séchait dans les cours ou au grenier. On en a des souvenirs comme ça. La famille de Françoise Jourdain, les Croniers, vivait déjà à Éragny avant la Révolution de 1789. Me voilà toute petite. C'était le jour de mon baptême. À cette occasion, on jetait des dragées aux enfants à la sortie de l'église. Depuis que je suis née, je vis toujours à Éragny, dans la maison de mon grand-père. Je suis allée à l'école à Henri Fillette et j'ai appris à lire avec Madame Berland. Ma petite enfance était très heureuse à Éragny. Je me souviens de la première télé que j'ai vue en 53 ou 55. J'allais la voir avec mes grands-parents chez monsieur et madame Maurice le laitier, rue de l'Écluse. Je vois encore où était la télé, mais ce que j'ai vu, je ne m'en souviens pas. Plus tard, je suis allée chez ma voisine, voir les matchs de catch. J'adorais les commentaires. C'était mon grand plaisir. C'était tard le soir, mais c'était du tonnerre. Je me souviens que dans les années 50, j'aimais beaucoup le moment de la cueillette des cerises. C'était le printemps, et le jeudi, j'allais aider à la cueillette. Il y avait plusieurs variétés. L'anglaise, la belle magnifique, la Napoléon, la cœur de pigeon, la Montmorency. Les hommes portaient des échelles de bois très hautes, extrêmement lourdes. Ce n'étaient pas les échelles en alu de maintenant. La cueillette commençait d'abord pour notre estomac d'enfant. Ma grand-mère était très exigeante sur la manipulation et la présentation des fruits. Je revois ses grandes mains toutes maigres diriger les fruits dans des petits paniers garnis de papier blanc, retirant une feuille, une cerise abîmée, une sans queue. Il fallait une présentation impeccable. Ces paniers étaient vendus sur le marché. En ce temps-là, les femmes faisaient aussi des conserves et des confitures. Je me souviens également de la culture des poireaux. Ils étaient arrachés et réunis en grosses bottes, souvent dans le froid de l'hiver. Ils étaient ramenés à la maison pour les éplucher, leur faire en sorte une beauté. Il fallait enlever la terre, les feuilles séchées ou pourries, supprimer une partie des racines et le bout des feuilles. Tout cela était fait par des femmes voisines ou femmes à tâches. Elles étaient réunies autour d'un poêle à pétrole pour se réchauffer. Elles bavardaient, riaient en faisant leur travail et mangeaient bien souvent sur place. Les poireaux, devenus tout beaux, étaient réunis en petites bottes de 2 ou 3 kilos, liées par des brins de paille de seigle. Puis le marchand venait les chercher pour les vendre sur le marché ou les envoyer aux halles de Paris par l'intermédiaire d'un grossiste. Quant au paiement de la marchandise, il fallait attendre plusieurs jours ou semaines avant de toucher l'argent. Car ce n'était pas l'agriculteur qui fixait le prix. Ça n'a pas changé d'ailleurs aujourd'hui. Mes parents ne voulaient pas nous laisser dans l'agriculture. La terre d'Éragny n'était pas une terre bien riche. Les pièces étaient morcelées, on était de nombreux cultivateurs, alors on voyait bien que l'agriculture n'allait pas durer très longtemps. Ils nous ont poussés un peu aux études et nous sommes allés avec ma sœur à l'école à Pontoise, puis à Conflans. Là, j'ai passé un brevet commercial, sténodactylo et comptable. Et après, je suis allée travailler à Paris. C'était dans les années 60. Je prenais le train à vapeur à ce moment-là. C'était toujours la course pour rejoindre la gare le matin. Si, au sortir de chez moi, près du monument aux morts, je voyais le panache de fumée blanche de la loco à hauteur de la halte de Saint-Ouen-l'Aumône,
La course commençait. J'avais des ballerines aux pieds. J'empruntais les trottoirs pleins de cailloux et quelques minutes plus tard, j'arrivais à la gare, tout essoufflé, et je grimpais dans le wagon retrouver mes compagnons de voyage. Là, je troquais les ballerines pour des chaussures à talons. Il m'arrivait même de prendre le train alors qu'il était déjà en gare. En me voyant arriver, et je n'étais pas la seule, le chef de gare attendait pour donner le départ. Ils étaient tous très sympas, ces employés de la gare, très aimables. C'est vrai qu'ils connaissaient presque tous les voyageurs. Il arrivait que des trains de marchandises venant d'Acher s'arrêtent devant le passage à niveau pour laisser la priorité aux trains de voyageurs. Venant du village, on se retrouvait alors du mauvais côté, coincé derrière la barrière. Le train pour Paris partait sans nous, il ne nous restait plus qu'à attendre le suivant. On était une bonne petite équipe dans le train. On tricotait, on jouait aux cartes, on avait toujours la même place dans les wagons. On aimait bien tous se retrouver. Et puis, les fins de semaine, on allait au bal. Quand j'étais petite, surtout, on avait les fêtes foraines. Le jour de la Pentecôte. Alors là, c'était la fête. Quand on revenait de l'école, on se précipitait sur la place pour voir les manèges qui venaient de s'installer et on attendait le dimanche avec impatience. Ça durait le dimanche et le lundi de Pentecôte. Ma grand-mère m'avait pris un abonnement parce que je revenais sans arrêt chercher une pièce pour faire un tour de manège. Comme ça, elle était tranquille toute la journée. C'était l'époque où on chantait « Étoile des neiges ». Oh là là, c'était la rengaine. C'était aussi l'occasion des réunions de famille. On se réunissait parce que c'était la fête au pays. On mangeait ce jour-là la tarte à la bouillie faite par le boulanger. Et puis l'école. On avait des instituteurs qui savaient bien nous guider, nous occuper. On faisait beaucoup de choses avec eux. On préparait les fêtes. C'était évidemment à la sortie de la guerre. La fête de l'armistice était très importante. C'était le 11 novembre. On chantait la Marseillaise. Me voilà avec toutes mes petites copines et Madame Omnes. On mettait des blouses de ce temps-là. Oh là là, ma mère était intransigeante. « Mets donc ton tablier, mets donc ton tablier, mets-li donc !» Vous voyez, c'était le leitmotiv de maman. Des fois, je ne savais pas quoi faire pendant les vacances. « Mais lis donc ! Lis donc !» Bon, je n'aimais pas trop la lecture. Encore maintenant, je suis pas trop lectrice. Mais lis donc, prends donc un livre et lis. À cette époque-là, à la cérémonie de la distribution des prix, on avait des beaux livres à lire. Mes parents ne nous envoyaient pas en vacances. Nous, filles de cultivateurs, on n'allait pas en colonie de vacances en ce temps-là. J'étais un petit peu jalouse quelque part. J'avais des copines qui partaient en vacances avec les allocations familiales.
Quand elle partait en vacances, j'avais un peu... Elle partait en vacances et pas moi. Ah oui, j'avais envie de partir, c'est drôle, Et vous savez ce que je faisais pendant les vacances? Pour m'en aller de chez moi, on habitait route nationale. Je venais une semaine chez ma grand-mère, qui habitait rue Bernardin-de-Saint-Pierre. Et je ne remontais pas pendant la semaine chez mon père et chez ma mère. Je restais en vacances chez ma grand-mère en bas. Ah, c'était pas pareil, Ah non! Et après, c'était une autre semaine chez mon autre grand-mère, rue du Sergent Pirot. Et c'était mes vacances, à Éragny-Plage. J'ai toujours habité Paris, même quand j'étais enfant. On allait à Éragny pour les week-ends, dans la maison de ma grand-mère, rue de la Fontaine. Ma grand-mère attendait que je sois sortie de l'école le samedi midi. On prenait le train. Il y en avait pour 1 heure. Elle avait acheté des barres de chocolat fourré à la noisette en attendant le déjeuner à la maison d'Éragny. Le dimanche, on se retrouvait plusieurs familles. Quelquefois, on était une trentaine. Il y en avait partout. On jouait au tennis, on bavardait, allongé dans l'herbe. À cette époque-là, on ne tondait pas les pelouses, ce n'était pas la mode, l'herbe était seulement fauchée. On se retrouvait toujours le même groupe. J'avais un grand-père qui était très gai. Il y avait toujours du monde à la maison. Lui, c'était un bon vivant. Tous mes amis savaient que chaque 24 juin, on venait à la maison et on faisait la fête tous les ans. Maintenant, on se reçoit avec des voisins parce qu'on a sympathisé avec les nouveaux arrivants. Ce film évoque les années 30. Mais pendant la guerre 14-18, comme les chevaux avaient été réquisitionnés et que les hommes étaient partis au front, c'étaient les femmes qui tiraient les bateaux. Moi, dans mon enfance, j'ai connu les remorqueurs à vapeur. J'avais un arrière-grand-père qui avait la maison, place de la République, là où il y a les statues, et un autre qui avait sa maison, là où je suis, rue de la Fontaine. Ils habitaient Paris et ils avaient leur maison là, à Éragny, pour venir pêcher comme les 3/4 des gens. Plus tard, ma mère a connu mon père par l'intermédiaire de la famille Farcy. Monsieur Farcy était un peintre qui vivait dans une maison à côté de l'église, derrière le prieuré. Avant la guerre, on faisait beaucoup de fêtes à Éragny. Je m'en souviens, j'ai défilé avec un vélo fleuri. Je devais avoir 7 ans. À l'occasion de la fête Dieu, une fois par an, nous faisions des reposoirs partout dans Éragny. De l'église, on partait en procession vers la place de la République et on revenait par le bord de l'eau. La porte de notre jardin était ouverte sur le chemin de halage et il y avait un reposoir le long de la petite maison du fond du jardin. On traversait ensuite tout le jardin et on ressortait par la rue de la Fontaine pour revenir vers l'église. Les enfants avaient des couronnes et une petite corbeille. Sur le trajet, ils lançaient des pétales de fleurs récupérés dans nos jardins. Les filles, les plus grandes qui avaient fait leur première communion et qui étaient enfants de Marie, mettaient leur voile de première communiante. Je me souviens aussi des bords de l'eau. J'ai appris à nager au milieu de l'Oise. Je vous explique comment j'ai appris à nager. J'étais avec 2 amis. On avait une sangle autour de la taille avec 2 œillets, et dans les œillets passait une corde. Ma mère et la maman de mon ami étaient sur un bateau de pêche. En tenant la sangle, elle nous jetait au milieu de l'Oise, carrément au milieu, là où on n'avait pas pied. D'autres personnes ont appris à nager sur le bord de l'Oise, mais moi, c'était au milieu de l'Oise. Et puis, il y a eu la guerre. À ce moment-là, nous, on allait coucher à Éragny parce que c'était pas en sécurité à Paris. C'était pas en sécurité à Éragny non plus, mais on allait en train, moitié à pied, parce qu'il y avait des ponts qui avaient sauté. Tous les soirs à Éragny, vers le coup de 8h30, 9h, on voyait tous les gens dans la rue de la Fontaine qui partaient avec leur oreiller sous le bras et on allait tous coucher dans les carrières. Tout le monde se retrouvait. Le 6 juin 1944, il y a eu le bombardement de l'avion qui a détruit l'église et des granges rue de la Fontaine. Ça dégringolait un peu partout.
et moi j'allais ramasser les éclats d'obus. J'en avais une boîte énorme. Mon père est rentré de captivité comme grand malade. Voyant les problèmes des prisonniers, il a créé une association et récolté de l'argent pour qu'ils aient une aide lorsqu'ils rentraient chez eux. En 1947, son association a rejoint celle des anciens combattants de 14-18 qui a continué d'agir après-guerre. Je me rappelle bien certains personnages d'Éragny de cette époque. Le facteur. Il y avait des têtes vraiment typiques. Monsieur Prince, qui entretenait les jardins de certaines propriétés, il descendait avec sa brouette cultiver un jardin au bord de l'eau. Il avait souvent une fleur à la bouche. Monsieur Pinguet, c'était le cordonnier, rue de Conflans. On adorait aller chez lui parce qu'il nous récitait des vers. Je me souviens aussi d'une voiture épicerie qui passait. Rue Bernardin de Saint-Pierre, chez Morisseau, qui a succédé au Café Fillette, il y avait une salle où papa organisait des concours de belote au bénéfice des prisonniers. Et le marchand de lait qui passait encore après la guerre. Il y avait un charcutier dans la rue de la Gare, l'Anglois, là où était anciennement Pichon. Il y avait aussi un petit marchand qui passait dans les rues. Il ramassait les peaux de lapin. Le petit gars, il était un peu tordu. Il criait « Peau de lapin, peau de lapin, peau !» On l'entendait arriver de loin. Je me souviens du garde champêtre aussi. Quand il avait une annonce à faire, il se mettait à un coin de la rue et il battait du tambour. Ne me demandez pas exactement en quelle année c'était. Ce sont des images, comme ça, qui me reviennent. Nous avons rencontré Madame Gallou en novembre 2002. Je suis née dans le département de l'Ain en 1924, le 11 mai, et j'ai passé ma petite enfance chez des grands-parents qui tenaient une ferme. Nous étions à cette époque-là, mes parents, mes frères et sœurs, mon oncle, ma tante avec leurs enfants, 18 tous les jours à la maison. Ma grand-mère, on l'appelait le gendarme dans le pays. C'était elle qui régentait tout. Après mon certificat d'études, la grand-mère me dit « Bon, tu vas travailler à la ferme. » Ah non, mémé, je veux plus être fermière. Je veux être repasseuse, moi. J'aimais beaucoup ça, parce que quand je faisais le repassage chez ma tante, c'était des jabots, vous savez, de belles choses. Alors ma grand-mère m'a répondu « C'est un métier de crève-la-faim !» Elle m'a dit « Si tu ne veux pas travailler à la ferme, tu iras travailler chez les autres. » Et sur ces entrefaites, j'ai une tante qui est venue. Elle tenait un café, un hôtel-restaurant à Pontoise. Et c'est comme ça que j'ai été embarquée, à 14 ans, à Pontoise. Alors, c'était pour faire la vaisselle, laver les draps. Le soir, à minuit, quand tous les gens étaient sortis du cinéma, on était sur la place à tordre les draps que j'avais lavés pour pouvoir les étendre dans la cuisine pour qu'ils soient secs pour le lendemain. J'avais 14 ans. En 1946, c'est là que j'ai connu mon mari, parce que mon patron, Monsieur Charmat, il avait un pavillon à Éragny. Et ils étaient très grands copains. Et c'est avec lui que mon mari et mon beau-père ont fondé le Réveil d'Éragny. Je me suis mariée en 1947 à Éragny. Mais personne de la famille n'est venu, parce que c'était au mois d'août, et c'était le plein boulot dans les champs. Ma grand-mère m'a toujours dit « Quelle idée tu as eue de te marier au mois d'août alors que nous étions à travailler ?» Voilà. Après, j'ai quitté la restauration et j'ai travaillé à la papeterie d'Éragny. Mon beau-père était chef, et c'est lui qui m'a fait rentrer. Au départ, j'étais comme trieuse. Après, je suis allée à l'empaquetage du papier. On travaillait par équipe. On faisait 9 heures. On était debout toute la journée. C'était dur. C'était lourd quand il fallait soulever le papier glacé du bas de la palette pour le mettre sur la table. Et à l'empaquetage aussi, pour faire une rame, si je me souviens bien, il fallait 250 feuilles de papier. J'avais les bouts des doigts qui étaient complètement coupés. Pour ne pas me blesser, j'avais toujours du papier collant au bout des doigts, tellement j'avais mal. Ah ouais, ça coupait beaucoup. Ah, ça faisait très mal.
Je saurais le refaire. Mais disons... Monsieur Chauveau, c'était le directeur. Il habitait la maison qui est la mairie actuelle. C'était sa propriété. Il y avait un grand parc, tout était fermé. Dans l'usine, il y avait les coupeurs, les calandreurs, les électriciens. Il y avait un menuisier, celui qu'on appelait le pointeau. C'est lui qui notait ceux qui étaient arrivés en retard. Eh oui, c'était ça la papeterie. J'y ai travaillé 6 ans. Eh ben moi, j'ai vu naturellement toute l'évolution d'Éragny. En 1946, quand je suis arrivée, il n'y avait pas 3000 habitants. Ah non. Maintenant, on est presque 17 000. Tous ces terrains là-haut quand on y va. Je sais pas, moi. Ça me fait quelque chose quand même. Quand je monte encore là-haut à la Challe, j'ai un pincement au cœur, parce que c'est là que le dimanche, on allait se promener avec mon mari. Comme on n'avait pas de voiture, eh bien, le dimanche, quand il faisait beau, on montait au trou anglais, au trou du Grillon. Le soir, on rentrait. On avait fait une bonne promenade dans les champs. Et puis, ça comptait. Mon mari, il pêchait dans l'Oise avec mon beau-frère. C'est vrai que Éragny, c'était quelque chose. Quand j'ai connu Éragny, j'en suis tombée amoureuse. Oui, moi, j'étais tombée amoureuse d'Éragny. Parce que je trouvais ce petit village tellement tranquille, comme ça. C'était si beau. Et puis, au printemps, on voyait le jardin de Madame Bernard avec tous ses arbres fruitiers. Le matin, quand j'ouvrais les volets de ma chambre, je découvrais tout ça. C'était beau comme tout. D'ailleurs, ça s'appelait la petite Normandie chez Madame Bernard, tellement c'était en fleurs. Ouais, on l'appelait la petite Normandie. Tout le monde se connaissait. On allait dans la petite guinguette le dimanche. On allait boire un coup chez la mère Cellaire. Les Parisiens qui venaient au Sans Souci pour le week-end faisaient laver leur linge. Je me rappelle ma belle-mère. Elle avait comme cliente Madame Tuile du Sans Souci. Elle logeait au rez-de-chaussée, côté guinguette. Ma belle-mère lavait son linge toutes les semaines. Cette dame apportait son linge sale et repartait à Paris, avec du linge propre. Il y avait pas mal de blanchisseuses à Éragny. Ouais, qui en faisaient en somme leur métier. Je ne sais pas ce qu'elles pouvaient gagner, parce que, vous savez, quand elles devaient acheter le savon, la lessive, la boule de bleu, moi, j'appelle ça vivoter. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Dans ce temps-là, il n'y avait pas autre chose. Moi, je trouve que, quand j'ai commencé à travailler à l'usine, j'ai dit « C'est quand même mieux, même si c'est fatigant, d'aller cirer les parquets, passer la paille de fer. Parce que moi, j'ai travaillé dans des maisons où il fallait cirer les parquets à genoux et faire briller. Hein?
Alors, croyez-moi, c'était quand même dur, ça. Je travaillais chez un entrepreneur de travaux publics où je suis restée 14 ans. J'ai compté. Il y avait 560 petits carreaux à faire. Alors, et j'étais toute seule. Alors, quand vous aviez fait ça toute la journée, et vous ne les faisiez pas tous, des fois, je me dis, tiens, j'ai une douleur, là. Après, j'ai travaillé à la cantine, dans la cour de l'école Henri Fillette. On était dans une bonne ambiance. Il y avait les enfants, les employés de la mairie qui venaient manger, les parents, on discutait. Je rencontre encore pas mal des gosses. Enfin, maintenant, ils sont pères de famille. Mais ils viennent toujours me dire bonjour et puis ils m'embrassent. C'est marrant. Enfin, c'est comme ça, la vie. Mon père était vendéen. Il était de Fontenay-le-Comte et ma mère de Vouillers-les-Marais. Ils sont venus travailler ici. Mon père était aiguilleur à Éragny. On était 6 enfants. Je suis le 6e. Je suis né le 11 juillet 1933, 10 rue de Saint-Ouen à Éragny. On a déménagé juste avant la guerre. Je ne sais plus si c'était en 36 ou 37 qu'on est venu habiter rue Bernardin de Saint-Pierre, et je suis toujours resté dans cette maison. J'étais gros comme un haricot à cette époque-là. Dans le temps, on n'avait pas sa voiture. On allait à pied ou on roulait en vélo. On se voyait beaucoup plus. Quand je monte la côte, j'aime bien m'arrêter au vieux cimetière sur la Nationale, puis regarder toute la vallée de l'Oise. Des fois, je dis à ma femme, « Tiens, t'as vu? Ils ont fait ça là-bas. » Oh là là, le paysage a bien changé. Vous voulez plutôt que je vous parle de la boxe? Alors la boxe, faut aimer ça. C'est pas dur. Des gants, et puis un short, et boum, boum. D'Éragny, il n'y a que moi qui ai voulu faire de la boxe à Conflans. J'ai rencontré des gars avec 5-6 kilos de plus que moi. J'ai jamais eu peur de rien du tout, moi, vous savez. Je me suis beaucoup battu pour la cause des autres. Par exemple, j'étais dans un bal avec un copain. Si quelqu'un lui cherchait des histoires, je disais « Bah dis donc, toi, t'embêtes mon petit copain ?» Il me dit « Ça te regarde pas. » Bon, hop, j'ai allongé le mec tout de suite, moi. Oh, c'était pas méchant. Plus tard, des fois, quand je revoyais le gars dans le bal, on buvait un coup ensemble. C'était la vie, ça. Puis les fêtes au bord de l'Oise. On a eu des belles fêtes. Vous avez vu? Ça a été filmé. On se bat au polochon. Je suis dessus, moi. C'est moi qui avais gagné la finale. C'était dur, parce que comme le polochon tombait dans l'eau, il était lourd. On le tordait, mais quand on en prenait un coup sur les oreilles, oh là là! Mais on s'amusait bien. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais l'argent, mais j'en avais pas plus pour ça. J'aimais être bien habillé, porter des beaux costumes quand je sortais. Quand je finissais mes journées, vous savez ce que je faisais? J'allais danser au bal à Paris l'après-midi, au Petit Jardin à Clichy. J'allais au Massif Central, j'allais au Tango, rue Homer. J'allais un peu partout parce qu'il y avait des bals toute la semaine. C'était beaucoup de femmes mariées. Elles venaient pas pour draguer, elles venaient pour danser. Danser le musette, la toupie, le tango croisé. C'était pas comme maintenant. J'allais au Balageau, à la Boule Rouge. J'aimais Paris, moi. Je quittais l'usine. Des fois, quand il faisait beau, je prenais le métro. Je sortais place Clichy. Oh, je me disais, je vais pas danser, il fait beau. Je me promenais, je remontais l'avenue Pigalle, je remontais à l'Élysée-Montmartre où je boxais. On buvait le coup,
On voyait les filles qui faisaient le trottoir. C'était un peu des copines comme elles venaient à la boxe. On descendait, on allait boire le coup avec elles. C'est pas pour ça qu'on allait en carré avec. Je suis connu comme le loup blanc sur la place de Paris comme boxeur. Je boxais au Central, à Wagram, un peu partout. J'aimais bien traîner à Paris, moi. La finale des ceintures d'Île-de-France, je l'ai gagnée à Conflans. Et puis, il y avait les concours de pêche à Éragny. Le 14 juillet, c'était des belles fêtes au bord de l'eau. Vous pouvez demander à ma femme. Il y avait des gens qui arrivaient de Paris le jour de l'ouverture de la pêche. Oh là là, le premier train qui arrivait de la gare Saint-Lazare. C'était le matin vers 7h30 à la gare d'Éragny, le dimanche. Les gens descendaient la côte. C'était noir de monde. Les hommes devant et les femmes, avec les casse-croûtes, les gosses et tout. Et puis bien habillés en dimanche. On s'inscrivait et ils s'étalaient tout le long de l'Oise. Comme il faisait vraiment beau, le soir, les gens, ils restaient au bord de l'eau et ils prenaient le dernier train pour remonter à Paris. Mon beau-frère tenait un café en face de l'église. Le dimanche soir, c'est là qu'il faisait les plus belles recettes, qu'il vendait le pâté, le pain, le jambon et tout. Parce que chez mon beau-frère, la famille Brun, c'est des Auvergnats. Alors la bonne charcuterie, ils connaissent. Chez De Carpentry, il y avait des Parisiens qui laissaient leur bateau à l'année. C'était Dujart qui s'en occupait. L'hiver, il les remontait, il les goudronnait, il les repeignait et les remettait à l'eau pour l'ouverture de la pêche. Mon père, il connaissait tout le monde. Agénor, il s'appelait. Il disait aux dames, « Vous pouvez m'appeler Nonor. » Mon père, c'était quelqu'un, mon père. Hein. C'était un petit bonhomme. Il aimait rigoler, il aimait plaisanter, comme moi un peu. Je vais me présenter. Je suis Nadia Capitani, je suis née en 1946, je suis la fille Labrier et mon grand-père qui habitait Éragny s'appelait Antoine Biron. Mes grands-parents étaient auvergnats d'origine. Mon grand-père Biron a fait toute sa carrière de facteur à Pierrelet. Il vendait ses calendriers de la poste et au fur et à mesure, avec l'argent, il a acheté une petite parcelle de terrain qui ne devait pas valoir grand-chose. En 1928, mes grands-parents ont bâti une petite maison en bois. Ils étaient pressés de venir habiter ici parce qu'ils vivaient dans un meublé à Paris. Ils étaient très mal logés. C'était une maison en bois comme ça se faisait à l'époque, à l'après-guerre, qu'on agrandissait au fur et à mesure. C'était pas très grand, il y avait 4 pièces là-dedans. Il avait fait une citerne et ils avaient l'électricité. Alors, comment vivaient mon grand-père et ma grand-mère ? Comme des anciens paysans en fait. Il était le seul à Éragny à utiliser les bœufs de la ferme de la Haute-Borne pour retourner ses parcelles. Mon grand-père avait planté énormément d'arbres fruitiers. Je crois que toutes les sortes de cerisiers, d'abricotiers, il les avait. Il greffait les arbres, c'était sa passion. En 1958, mon grand-père a donné des parcelles de terrain à mes parents, les Labriers, qui ont construit à côté. Papa était un résistant et communiste de la première heure. Son vrai métier, c'était tourneur. Mais dès qu'il rentrait dans une usine, il foutait la révolution. Toute sa vie, il a milité. Donc on voyait mon père en courant d'air, arrivé à 2h du matin, reparti à 6h pour travailler. Une vie d'enfer. Avec une moto, un blouson de cuir, c'est le souvenir que j'ai de mon père. Et le dimanche, vendre l'humanité. Il a toujours été le maître pensant. Tout le monde venait à la maison. C'était le point de réflexion de toute la gauche locale. Il parlait philosophie, politique. Mon père accrochait. Il avait quelque chose qui marquait les gens. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Dans les années 50, beaucoup de gens sont arrivés d'Asnières, d'Argenteuil et de Colombes. Au début, c'était des petites maisons de campagne. Ils venaient là le samedi et le dimanche. Ils montaient une petite baraque en planches qu'ils ont améliorée au fil du temps.
Après, il y a eu une autre vague d'arrivants. Je dirais que c'était à partir de 1960-65. Il y a eu aussi ceux de Nanterre, les expulsés de Nanterre, qui se sont installés dans les bois, derrière. C'était vraiment la misère pour ces gens-là. Alors ça, c'était le plateau avant l'expropriation. C'était plutôt la zone, le plateau, entre guillemets. Je crois que les urbanistes de la ville nouvelle n'ont pas eu trop de mal à exproprier, parce qu'il n'y avait pas de belles maisons. Ces maisons étaient fleuries, mais c'était souvent des maisons en bois rafistolées. C'était des maisons coquettes, mais pour les urbanistes, ça n'avait pas de valeur. La preuve, c'est qu'ils ont gardé toutes les maisons en dur et tout le reste, ils l'ont rasé. On ne comprenait pas pourquoi mes parents n'étaient pas expropriés d'un côté de la rue et pourquoi en face, mes grands-parents étaient expropriés. C'était leur maison qui ne valait rien, ils ne l'ont pas dit. Je voulais être dessinatrice cartographe. J'ai commencé le 15 novembre 1965. J'ai vécu vraiment la création de la ville nouvelle, les premiers coups de crayon, sans m'en rendre compte vraiment. J'ai vécu quelque chose de fort. Si on cite ici tous les noms des gens avec qui j'ai travaillé, qui sont connus maintenant dans l'histoire, Bernard Hirsch, des urbanistes comme Aubry, Urban, c'était l'esprit 68 art en plus. Ça phosphorait là-dedans. Moi, je ne comprenais pas tout. Le gros problème, c'était que je travaillais avec l'établissement public d'aménagement qui expropriait mes grands-parents. Ils m'ont épargné de travailler sur Éragny, mais j'ai vécu l'enfer. Les petits sentiers fleuris du Val d'Oise, ils m'appelaient comme ça, parce que je pleurais tout le temps. Je disais « Écoutez, mes morilles, mes violettes, regardez ce que vous en faites. Enfin, vous pouvez pas passer ailleurs ?» J'essayais, quoi, mais il n'y avait rien à faire. Ils savaient que j'étais très sensible de ce côté-là. Alors ils m'appelaient les petits sentiers fleuris du Val d'Oise. Disons que c'est des gens, ils n'étaient pas d'ici. Ils n'avaient pas de sentiment pour la ville nouvelle. La ville nouvelle, elle s'est décidée comme ça, d'un seul coup, en hélicoptère, avec Paul Delouvrier qui survolait la région parisienne, la plaine de Cergy. Il y avait d'énormes champs plats, puis une boucle de l'Oise assez jolie en fait. C'était un terrain attrayant, entre guillemets. C'était des zones maraîchères, beaucoup de terrains d'État. Il n'y avait pas d'obstacle. Alors Éragny, tout le monde dit que c'est réussi. C'est vrai que ça aurait pu être pire. C'est sûr qu'il fallait faire de la place pour loger tous ces gens qui sont arrivés. Mais je trouve qu'il y a eu des choses qui ont été un peu ratées. Les bulldozers sont passés un peu vite. Mon grand-père, il a eu mal au cœur, ça je peux vous le dire. Je le vois encore pleurer à 75 ans. Je crois que ce qui lui a fait le plus mal, ce n'est pas de perdre sa maison, c'est tout son verger, ses arbres, c'était vraiment sa vie. Il n'y a pas très longtemps, après son décès, j'ai retrouvé sa vieille caisse à outils en bois. Il a trimballé partout. J'ai dit, tiens, je vais nettoyer un peu les outils. Et j'ai trouvé un papier. C'était une lettre qu'il avait commencé à écrire. Il suppliait l'établissement public de ne pas l'exproprier.